les guerres les plus injustes de l'histoire. Une maxime courante dans l'armée est qu'il n'existe pas de combat équitable. Ceux qui sont engagés dans le combat feront tout pour obtenir un avantage sur leurs adversaires. Mais parfois, ces avantages sont si écrasants que le résultat peut à peine être considéré comme un combat. La guerre la plus courte de l'histoire, la guerre anglo-zanzibarite. En 1890, l'archipel de Zanzibar, sur la côte est de l'Afrique, a été placé sous la sphère d'influence britannique, devenant un protectorat britannique. En 1893, à la mort du précédent dirigeant, un nouveau sultan, Ahmad bin Tweni, a été installé, qui n'était guère plus qu'une marionnette sous le règne britannique. Le 25 août 1896, Ahmad est mort subitement, et le trône désormais vacant a été saisi par son cousin Khalid bin Barakash, qui avait une vision sombre de l'implication britannique dans la région. Prenant rapidement le contrôle du palais, il a fortifié l'endroit avec 3000 soldats, une petite batterie d'artillerie et un yacht royal armé, le Glasgow. En réponse à cela, Basil Cave, assistant du diplomate britannique dans la région, a rassemblé sa propre force d'environ 900 loyalistes zanzibarites et un détachement de Marines royaux. De plus, il bénéficiait du soutien de plusieurs navires de guerre de la Royal Navy, le HMS Philomel et le HMS Thrush, qui se trouvaient déjà dans la région. Ils ont été rejoints peu après par le HMS Sparrow le soir du 25 août. Une impasse s'ensuivit, car Cave n'avait pas l'autorisation de déclencher les hostilités, sans l'approbation directe du gouvernement. Tout au long de la soirée, Cave a lancé des ultimatums à Bargash, qui les a ignorés. Le lendemain matin, l'escadron britannique a été rejoint par deux autres navires, le HMS Raccoon et le HMS St. George. Finalement, Cave a reçu une réponse du gouvernement britannique, qui déclarait « Vous êtes autorisés à adopter toutes les mesures que vous jugerez nécessaires et vous serez soutenus dans votre action par le gouvernement de Sa Majesté. » Ne tentez cependant pas d'entreprendre une action dont vous n'êtes pas certain de pouvoir accomplir avec succès. Cave donna alors un ultimatum final à Bargash, déclarant que lui et ses soldats devraient quitter le palais avant 9 h le lendemain matin et se rendre aux autorités britanniques. Évidemment, le nouveau sultan refusa et envoya un message déclarant, je cite, « Nous n'avons aucune intention d'abaisser notre drapeau et nous ne croyons pas que vous ouvririez le feu sur nous. » Cave répondit qu'il n'avait aucun désir de tirer sur le palais. Mais, je cite, « À moins que vous ne fassiez ce qu'on vous dit, nous le ferons certainement. » Après une nuit tendue, l'horloge approcha 9 h, sans qu'aucune reddition n'ait lieu. À 9 h 02, le Raccoon, le Sparrow et le Philomel ouvrirent le feu sur le palais. Le Glasgow a essayé de riposter, mais a été engagé par le St. George et rapidement mis hors de combat. On pense que Bargash s'est échappé par une sortie arrière au début du bombardement, laissant les soldats défendre le palais sans son commandement. L'artillerie dérisoire des Zanzibaris a été neutralisée avant de pouvoir offrir une quelconque résistance. À 9 h 40, les défenseurs ont abaissé le drapeau du sultan, signifiant leur reddition. À la fin du bombardement, environ 500 hommes du sultan avaient été tués ou blessés, et de larges sections du palais étaient détruites. Les Britanniques ne déplorèrent qu'une seule victime, un marin légèrement blessé. L'événement, appelé la guerre anglo-zanzibarienne, est considéré comme la guerre la plus courte de l'histoire, ne durant que 38 minutes. L'Irak contre le monde, la guerre du Golfe, le 2 août 1990, après un différend avec le Koweït voisin concernant la production pétrolière, le dirigeant irakien Saddam Hussein ordonna l'invasion de ce petit pays. En 36 heures, la capitale koweïtienne tomba aux mains des Irakiens, et à la fin du mois, le Koweït fut déclaré province irakienne. La condamnation de la communauté internationale fut immédiate, avec l'ONU imposant des sanctions commerciales à l'Irak dès le 6 août. Craignant que Hussein ne s'attaque ensuite à l'Arabie Saoudite, l'opération Bouclier du désert fut déclenchée. Des éléments de la 82e division aéroportée, une force expéditionnaire des Marines et 2 escadrons de F-15 Eagle furent envoyés dans la région, appuyés par 2 groupes de porte-avions dans le golfe Persique. Plusieurs mois de négociations infructueuses suivirent, les forces irakiennes refusant obstinément de quitter le territoire conquis, tandis que les forces initiales américaines furent renforcées par d'autres troupes américaines et de nombreux alliés internationaux. Le 29 novembre, l'ONU adopta une résolution autorisant l'usage de la force si l'Irak ne se retirait pas du Koweït avant le 15 janvier, une première depuis la guerre de Corée. Le délai passé,
les troupes irakiennes étaient de toujours solidement installées au Koweït, ce qui mena au début des opérations militaires. Sur le papier, l'armée irakienne était une force redoutable, la 5e du monde, avec 950 000 hommes, 5 500 chars et près de 700 avions, et elle avait passé plusieurs mois à fortifier ses positions. Elle faisait face à une coalition multinationale dirigée par les États-Unis, avec plus de 30 nations fournissant troupes ou matériel. Environ 750 000 soldats furent déployés, la majorité venant des États-Unis. Ce fut le plus grand déploiement de troupes américaines depuis la Seconde Guerre mondiale. Les autres plus grandes forces furent envoyées par le Royaume-Uni, la France, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Sous la direction du général américain Norman Schwarzkopf, une stratégie en 2 phases fut mise en œuvre. La première, l'opération Tempête du désert, fut une campagne aérienne de 43 jours visant à établir la supériorité aérienne et à affaiblir les forces irakiennes avant l'assaut terrestre. Le 17 janvier, à 2h36 du matin, heure de Bagdad, une escadrille d'hélicoptères Apache du 101e régiment aérien américain lança une volée de missiles Hellfire sur les radars de défense aérienne irakiens, suivie de frappes sur les canons anti-aériens et les sites de missiles solaires, SAM. Cette attaque initiale ouvrit une brèche dans la défense aérienne irakienne, permettant aux avions de la coalition de pénétrer l'espace aérien irakien presque sans opposition. Durant les 38 jours suivants, les avions de la coalition pilonnèrent les positions irakiennes avec des armes de haute technologie comme les bombes intelligentes à guidage laser et les missiles de croisière Tomahawk lancés depuis la mer. D'intenses bombardements menés par des B-52 ont paralysé les forces irakiennes et une campagne de propagande sous forme de tracts a encore affaibli leur volonté de combattre. En réponse, Saddam Hussein autorisa l'utilisation de missiles Scud, des missiles balistiques à moyenne portée, qu'il lança sur Israël, pays neutre, dans l'espoir de provoquer son entrée dans le conflit, ce qui aurait pu aliéner les membres musulmans de la coalition et les faire quitter le combat. La priorité fut donnée à la localisation et à la destruction des sites de lancement de Scud, tandis que les États-Unis exerçaient une forte pression diplomatique pour maintenir Israël à l'écart et installer des systèmes de défense patriotes pour intercepter les missiles. À la fin de la campagne aérienne, l'aviation irakienne était quasiment anéantie, laissant à la coalition un espace aérien pratiquement libre pour ses opérations. Tout cela préparait l'assaut terrestre, destiné à chasser les troupes irakiennes du Koweït. Le 24 février, la deuxième phase, baptisée Opération Sabre du désert, fut lancée. Durant la préparation, tous les moyens furent mis en œuvre pour tromper l'Irak, en lui faisant croire que l'attaque principale serait un débarquement amphibie sur la côte koweïtienne. En réalité, l'assaut principal venait par voie terrestre depuis l'Arabie Saoudite. L'aile gauche de la coalition, menée par des unités françaises et américaines, progressait depuis ses bases en Arabie Saoudite, enfonçant le désert irakien jusqu'à l'Euphrate, tandis que les Marines américains, soutenus par des contingents saoudiens et égyptiens, frappaient le Koweït pour fixer les forces irakiennes sur place. Le coup de massue principal de la coalition aurait lieu le lendemain. Le 25 février, les divisions blindées et d'infanterie mécanisée américaines et britanniques percèrent les défenses irakiennes, coupant toute possibilité de fuite. Une série de contre-attaques contre les premières et deuxièmes divisions de Marines fut repoussée, permettant aux Marines de capturer l'aéroport de la ville de Koweït. Les 26 et 27 février, les forces blindées britanniques et américaines détruisirent les réserves irakiennes, y compris la garde républicaine d'élite. Ceux qui survécurent à l'assaut battirent en retraite alors que la résistance organisée s'effondrait. Le 28 février, Saddam Hussein fut contraint d'accepter un cessez-le-feu. Au total, la guerre terrestre dura moins de 100 heures. Bien que redoutable sur le papier, l'armée irakienne était lamentablement dépassée par ses homologues de la coalition. Bien que nombreuses, les forces irakiennes étaient composées de conscrits épuisés par le carnage de la guerre Iran-Irak, utilisant du matériel obsolète comme les chars soviétiques, T-72 et T-80. En revanche, les forces de la coalition disposaient des systèmes d'armes les plus récents et les plus avancés, tels que le char M1A1 Abrams et l'hélicoptère d'attaque Apache, qui détruisaient rapidement les unités blindées irakiennes.
Le chasseur furtif F-117 Nighthawk était quasiment invisible pour les défenses aériennes irakiennes et pouvait opérer en toute impunité, frappant ses cibles à volonté. Les avions de chasse comme le F-15 et le Tornado britannique surpassaient largement les MiG utilisés par l'armée de l'air irakienne. Les forces de la coalition utilisaient aussi des drones sans pilote pour la reconnaissance, une première pour les forces américaines. Lorsque les armes se turent, la victoire de la coalition fut totale. Le Koweït fut libéré et la capacité de l'Irak à faire la guerre fut complètement réduite à néant. Les pertes de la coalition comprenaient 147 Américains et 47 Britanniques tués, avec environ 1000 blessés, bien que beaucoup souffrirent par la suite du syndrome de la guerre du Golfe. On ignore l'ampleur des pertes irakiennes, mais les estimations vont d'environ 8000 à plus de 50 000. Plus de 3000 chars furent détruits, ainsi que 1800 autres véhicules blindés et 2000 pièces d'artillerie. Au total, environ 41 divisions irakiennes furent effectivement anéanties. Conflit dans les Caraïbes, opération, urgent, furie. Dans certains cas, les chances qu'une nation remporte quoi que ce soit sont si faibles qu'il n'y a aucun doute sur l'issue du conflit. En 1974, la petite nation caribéenne de la Grenade obtint son indépendance de la Grande-Bretagne. Et 4 ans plus tard, un coup d'État pro-communiste renversa le gouvernement, installant Maurice Bishop comme Premier ministre. Le 19 octobre 1983, une lutte de pouvoir entre factions gouvernementales conduisit à l'assassinat de Bishop, plongeant la Grenade dans le désordre civil. Un appel du gouverneur général pour rétablir l'ordre fut répondu par les États-Unis, accompagné de forces de sécurité d'autres nations caribéennes, dont l'objectif était de renverser le nouveau gouvernement révolutionnaire populaire et de restaurer le régime légitime. Les forces grenadiennes comptaient environ 1200 soldats, rejoints par environ 780 combattants cubains. Face à eux, une force d'invasion d'environ 1900 militaires américains, nombre qui allait dépasser 7000 dans les jours suivants. Ils étaient appuyés par 300 soldats d'autres États caribéens. La force américaine comprenait des éléments de la 82e division aéroportée, des Rangers de l'armée, des Navy Seals, des unités amphibies de Marines et d'autres. Le 25 octobre, l'opération Urgent Fury fut lancée. À 5 h du matin, des Marines Hellborn débarquèrent à l'aéroport Pearls, tandis qu'un second contingent de Marines débarquait juste au sud, dans la ville de Grenville. Les deux groupes furent pris sous le feu des défenseurs grenadiens, qui tiraient sur les hélicoptères, avec des mitrailleuses soviétiques de 12,7 mm. Les Marines, soutenus par des hélicoptères d'attaque Sea Cobra, avancèrent prudemment, et après quelques heures, l'aéroport et Grenville étaient sous contrôle des Marines. Vers 5 h 30, les Rangers de l'armée sautèrent en parachute à Salinas, à l'extrémité sud de l'île. Après un saut en parachute à basse altitude, les Rangers rencontrèrent une forte résistance, neutralisée par des avions AC-130 de l'Air Force. Les Rangers avancèrent ensuite vers le nord, capturant la capitale St. George's. Pendant ce temps, des Navy Seals furent également déployés à St. George's pour sécuriser le gouverneur général, alors assigné à résidence. Avec l'objectif initial sécurisé, des éléments de la 82e division aéroportée débarquèrent, accompagnés de chars et véhicules amphibies. Au cours des 2 jours suivants, ces forces affrontèrent des poches de résistance des forces grenadiennes et cubaines. Au 3e jour de l'invasion, la résistance coordonnée prit fin, bien que des poches de résistance furent éliminées jusqu'au 4 novembre. Les pertes américaines totales s'élevèrent à 19 morts et 150 blessés, principalement en raison de tirs amis et de problèmes de communication. Les Grenadiens ont perdu 45 hommes et ont compté plus de 300 blessés, tandis que les Cubains ont perdu 25 hommes et ont eu 59 blessés. Malgré la résistance farouche des forces grenadiennes, il n'y avait aucune chance que cette petite nation repousse une invasion majeure d'une superpuissance mondiale. La guerre de conquête de l'Italie fasciste. Invasion italienne de l'Éthiopie. Lorsque le dictateur italien Benito Mussolini accéda au pouvoir, un de ses objectifs fut la restauration de la gloire de l'Empire romain. Sa vision pour une Rome renaissante incluait des conquêtes étrangères, et la nation africaine d'Éthiopie, alors appelée Abyssinie, était dans sa ligne de mire. L'Italie avait tenté de conquérir l'Éthiopie dans les années 1890 et avait échoué, faisant d'elle l'une des rares nations africaines à rester indépendante de la colonisation européenne. Désireux de venger cette humiliation, Mussolini avait besoin d'un prétexte pour envahir. Ce prétexte arriva en 1934,
lorsqu'un différend frontalier entre l'Éthiopie et la Somalie italienne entraîna un affrontement qui fit 150 Éthiopiens et 50 Italiens morts. Bien que la Société des Nations ait innocenté les deux pays pour l'incident, cela donna à l'Italie suffisamment de justification pour déclarer la guerre. Les forces italiennes envoyées dans les zones de rassemblement en Érythrée et en Somalie italienne comprenaient 20 divisions, sans compter les troupes déjà stationnées dans la région, les unités indigènes, ni celles qui arriveraient plus tard. Ces forces disposaient de certaines des technologies les plus modernes de l'époque, notamment mitrailleuses, artillerie, avions et chars. Au total, environ un demi-million de soldats furent envoyés dans la région comme force d'invasion. Face à eux, environ 760 000 soldats éthiopiens. Ils étaient équipés d'un assortiment d'armes, y compris des fusils obsolètes, quelques pièces d'artillerie antiques et d'autres équipements dépassés. Leur force aérienne se composait de 3 biplans. De ces forces, seulement environ un quart avaient une quelconque formation militaire valable. Certains des soldats n'avaient même pas d'armes à feu et furent envoyés au combat, avec des arcs et des lances. L'Italie refusa à plusieurs reprises les tentatives d'arbitrage, et le 3 octobre 1935, les Italiens envahirent. En réponse, la Société des Nations imposa quelques sanctions superficielles à l'Italie, mais celles-ci eurent peu d'effet. En plusieurs actions rapides, les forces italiennes écrasèrent les Éthiopiens avec leur matériel militaire moderne. Malgré une résistance tenace, les forces italiennes conquirent inexorablement le pays. Le 5 mai 1936, Addis Abeba, la capitale, fut prise après une courte mais féroce campagne de bombardement, mettant fin au conflit, bien que des partisans continuèrent à harceler les forces italiennes d'occupation pendant des mois. L'empereur Haïlé Sélassié fut contraint à l'exil, et l'Éthiopie, la Somalie et l'Érythrée furent fusionnés en Afrique orientale italienne. Ce ne fut pas seulement l'armement moderne qui donna aux Italiens une supériorité écrasante. Ils utilisèrent aussi largement des gaz toxiques. Entre 300 et 500 tonnes de gaz moutarde furent déployées contre les soldats comme contre les populations civiles. Les avions larguèrent des bombes contenant le gaz ainsi que des pulvérisations directes sur leurs cibles. Certaines de ces cibles incluaient également des véhicules et installations de la Croix-Rouge, une violation flagrante du droit international. Les avions furent également utilisés pour bombarder indistinctement villes et villages, causant de lourdes pertes civiles. Il est difficile de calculer un chiffre exact pour les pertes du conflit, mais l'écart entre les combattants fut énorme. L'Italie perdit environ 8800 tués au combat et environ 9000 blessés, avec environ 18 000 hors de combat à cause de maladies. Les Éthiopiens subirent une perte stupéfiante de 70 000 morts et un nombre inconnu, mais sans doute important, de blessés. De plus, entre 100 000 et 380 000 civils périrent dans l'un des conflits les plus injustifiés du XXe siècle. Un nouvel empire bat l'ancien, la guerre hispano-américaine. À la fin du XIXe siècle, l'empire espagnol était l'ombre de lui-même, beaucoup de ses anciennes colonies étant indépendantes ou en rébellion ouverte. L'une d'elles, l'île caribéenne de Cuba, devint le point central de la guerre avec la puissance montante des États-Unis. La guerre pour l'indépendance de Cuba débuta en 1895, entraînant de sévères représailles espagnoles. En raison de sa proximité avec les États-Unis, des intérêts économiques dans l'île et des reportages sensationnalistes de la presse américaine sur les brutalités, l'opinion publique se tourna vers le soutien des rebelles contre leurs maîtres espagnols. En décembre 1897, des émeutes dans la capitale La Havane poussèrent le gouvernement américain à envoyer le cuirassé USS Maine au port de La Havane pour protéger les vies et biens américains. Le 15 février 1898, une énorme explosion détruisit le navire, tuant 260 marins et envoyant le cuirassé par le fond. Bien que la cause exacte de l'explosion reste un mystère, les journalistes sensationnalistes accusèrent rapidement les Espagnols. L'opinion publique réclama rapidement la guerre contre l'Empire espagnol. Le 27 mars, le président William McKinley envoya un ultimatum aux Espagnols, incluant l'indépendance de Cuba, comme condition inconditionnelle. Après près d'un mois de négociations, les pourparlers de paix échouèrent, et le 24 avril, l'Espagne déclara la guerre aux États-Unis. Le Congrès américain déclara la guerre à l'Espagne le lendemain,
rétrodatant toutefois la déclaration au 21 avril. Dès le début, le conflit s'annonçait à sens unique. L'Espagne était un empire déclinant avec une armée désuète, notamment sa marine, tandis que les États-Unis étaient une puissance montante avec une flotte moderne, bien entraînée et approvisionnée grâce au leadership énergique du secrétaire adjoint à la marine, Theodore Roosevelt. La première grande bataille eut lieu le 1er mai dans la baie de Manille, aux Philippines. En provenance de Hong Kong, la flotte commandée par le commodore George Dewey rencontra les navires espagnols à l'ancre. La flottille américaine comprenait 4 croiseurs modernes, 2 canonnières, un garde-côte et 2 navires de transport. Leurs adversaires espagnols avaient les 6 croiseurs désuets, 3 canonnières, ainsi que des batteries côtières et des forts. Lorsque la flotte américaine entra dans la baie, les canons des côtes ouvrirent le feu, mais sans grand effet. Les Américains se mirent en ligne et ouvrirent le feu sur les navires espagnols, les surpassant facilement. L'amiral espagnol Patricio Montojo fit un dernier baroud d'honneur à bord de son navire, le Reina Cristina, mais fut pulvérisé par le feu des canonnières américaines. Le reste de la journée fut consacré à réduire au silence les batteries côtières. Lorsque la fumée se dissipa, la flotte espagnole était coulée ou hors de combat, et environ 370 hommes furent tués ou blessés. Les Américains eurent 9 blessés, avec quelques dégâts légers sur leur navire. La voie était libre pour l'invasion américaine des Philippines, qui occupèrent Manille le 13 août. De l'autre côté du globe, les forces américaines débarquèrent à Cuba, et en juin, les Marines capturèrent la baie de Guantanamo, tandis que 17 000 soldats débarquaient à Cebu et Daiquiri, la deuxième plus grande ville de l'île. Aidés par les rebelles cubains, les Américains progressèrent vers l'intérieur de l'île, et le 1er juillet, les batailles de San Juan Hill et de El Caney eurent lieu. Bien que les combats furent féroces, les Américains écrasèrent les défenseurs espagnols, les chassant de leur position et assiégeant la ville voisine de Santiago. 2 jours plus tard, une autre flotte espagnole fut détruite au large de Cuba, et la ville de Santiago se rendit le 16 juillet. Peu après, une force expéditionnaire américaine débarqua à Porto Rico, ne rencontrant pratiquement aucune résistance. À ce stade, la guerre était pratiquement terminée, bien que toutes les parties passèrent les mois suivants en négociation. Le 10 décembre 1898, le traité de Paris fut signé. Cuba obtint son indépendance, tandis que l'Espagne céda le contrôle de Porto Rico et de Guam aux États-Unis, qui furent aussi placés sous contrôle américain, jusqu'à ce que le statut des Philippines soit confirmé. Les pertes furent relativement légères des deux côtés, les États-Unis perdant moins de 400 hommes, les Espagnols environ le double, bien que des milliers furent faits prisonniers, et des dizaines de milliers moururent de maladies. En quelques mois, les États-Unis portèrent un coup fatal à l'empire espagnol vieux de plusieurs siècles, d'où il ne se remit jamais vraiment. Pour obtenir un avantage sur leurs ennemis, les armées utiliseront tous les moyens possibles pour assurer la victoire. Si le passé est une indication, les forces armées utiliseront tous les avantages qu'elles peuvent pour rendre le combat aussi inégal que possible.